Bonjour, donc je suis Christine Ocret-Manville, je suis directrice adjointe de la bibliothèque de l'Université de Paris-Dauphine. Je suis également responsable du service appui à la recherche dans cette bibliothèque. Et donc je vais vous présenter un peu les éléments du plan national pour la science ouverte et les perspectives que cela engendre. Alors, je précise que tout en faisant partie de la structure qui s'appelle le Comité pour la science ouverte, dont je vous parlerai un peu à la fin, je ne suis malgré tout pas spécialement habilitée à analyser le plan, ce plan. Je ne suis pas dans les pensées du conseiller pour la science ouverte, encore moins de la ministre. Donc, je vais me contenter de vous en énoncer les éléments. Et il y a déjà pas mal de choses à voir dans tout ça. Donc tout d'abord, je vais vous parler des principes, les principaux principes. J'essaierai de mettre ça un peu en perspective avec la loi pour une république numérique, sachant que ce sont quand même deux textes différents qui ont une couverture différente également. Mais bon, je donnerai quelques éléments. Et puis je vous parlerai des structures et outils. Donc ce plan est très bien structuré, donc je reprends les trois axes. Donc il y a un aspect publication, généraliser l'accès ouvert. Il y a un aspect concernant les données de la recherche, l'idée de les structurer et de les ouvrir. Et il y a également l'importance de s'inscrire dans une dynamique durable européenne et internationale. Donc, je vais passer par ces trois axes. Le premier, c'est généraliser l'accès ouvert aux publications. Alors, ce qui est prévu, c'est une grande avancée vers l'open access pour les publications de recherche, celles qui sont financées par des appels à projets sur fonds publics, ce qui est le cas d'un grand nombre d'entre elles. Elles doivent être obligatoirement mises en accès ouvert. Alors je précise que dans ce texte, il n'y a rien sur le temps de mise en ligne, en accès ouvert. Les questions d'embargo ou choses de ce genre ne sont pas traitées dans ce plan. C'était évoqué, et j'y reviendrai, dans la loi pour une république numérique, mais là, ce sont juste des principes d'action qui sont énoncés. Donc il faudra à un moment aboutir à ce que ce type de publication soit en accès ouvert, de la façon qu'on veut, soit par des revues qui sont nativement numériques, soit par des ouvrages qui sont nativement numériques, soit par le dépôt dans une archive ouverte. Donc c'est la distinction entre les deux voies qu'on appelle la voie verte et la voie dorée, green et gold. Ensuite, il y a un paragraphe sur l'évaluation des chercheurs, ça c'est plutôt nouveau. L'idée est de parvenir à prendre en compte les pratiques de la science ouverte dans ces évaluations, donc ce n'est pas le cas jusque-là, ce n'est pas encore quelque chose de fait, mais il y a un groupe qui travaille sur les possibilités de prise en compte de ces aspects science ouverte dans l'évaluation. L'idée est également, toujours pour l'évaluation, de rééquilibrer les critères d'évaluation. À la suite de beaucoup de déclarations qui ont été faites à l'étranger, comme la déclaration d'Ora ou le manifeste de Leiden, il est reconnu, l'Académie des sciences l'avait également évoqué lors d'un rapport paru il y a quelques années, il est reconnu que les critères d'évaluation sont peut-être un peu trop quantitatifs et pas suffisamment qualitatifs. Donc, ce que dit ce plan, c'est qu'il est maintenant nécessaire de réfléchir à une approche plus équilibrée, de façon à ce que le quantitatif ne l'emporte pas sur le qualitatif et qu'on finisse par échapper au publish or perish. Autre élément important, c'est le système éditorial. Donc, comme vous le savez, dominé par quelques grands éditeurs. L'idée est que la communauté scientifique reprenne le contrôle de ce système éditorial de communication scientifique. Peut-être avez-vous entendu parler de l'appel de Jussieu, qui est un appel lancé par un certain nombre de chercheurs, professionnels de l'information scientifique et technique,
qui ont travaillé dans une structure qui s'appelait Bibliothèque Scientifique Nationale, BSN, qui est une structure qui n'existe plus, qui s'est transformée, mais qui, avant de se transformer, a produit cet appel, qui est le fruit d'une réflexion de travail sur la bibliodiversité, c'est-à-dire pas seulement quelques grands groupes éditoriaux, mais également des éditeurs plus nombreux, plus variés, et la science ouverte. Ensuite, il a été décidé de créer un fonds pour la science ouverte. Alors, celui-ci doit être théoriquement alimenté par... Alors là, en fait, j'aurais dû mettre entre guillemets, c'est quelque chose que je cite, la récupération d'une partie des dépenses documentaires historiques. Donc apparemment, les dépenses documentaires historiques, c'est en fait les économies que l'on peut faire lors de négociations nationales. Vous savez peut-être qu'actuellement, par exemple, nous sommes en négociation avec Elsevier pour le renouvellement de la licence nationale. Donc, lors de ces négociations, l'effort que fera Couperin sera d'essayer d'obtenir des augmentations de prix très modérées, la prise en compte de l'open access, donc pour encore baisser les tarifs. Donc, l'idée, c'est d'arriver à payer un peu moins cher, et ces économies seront en quelque sorte reversées dans ce fonds qui aura pour objectif de promouvoir les innovations éditoriales, précisément de développer la bibliodiversité, mais également de soutenir l'édition scientifique française pour la production de livres en accès ouvert. Les livres, c'est un aspect qui n'était pas tellement pris en compte jusque-là. On s'intéressait beaucoup aux articles de revues. Pour les livres, c'était un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué de toute façon parce que l'édition française, même scientifique, est également beaucoup liée au ministère de la Culture. Donc, voilà, ce n'est pas très évident d'avoir une bonne entente entre les deux ministères pour arriver à produire davantage d'ouvrages en accès ouvert. Et d'ailleurs, si c'était le cas, on en aurait déjà. Mais voilà, là, l'idée de ce plan est d'arriver à favoriser cette production de livres en accès ouvert. Également important dans cette première partie du plan, le soutien à HAL, qui est réaffirmé, outil malgré tout à améliorer encore sur les plans ergonomiques et fonctionnels pour que ce soit facile pour les chercheurs de déposer, encore plus facile, encore plus pratique, encore plus ergonomique. Et puis, sont recommandées l'adoption de licences ouvertes pour les publications et les données. Ces licences ouvertes de type Creative Commons, donc des licences qu'un chercheur peut ajouter à sa publication et qui décrit quelle est la réutilisation possible de ce qu'il vient de publier. Donc ça, c'est le premier aspect, les publications. Maintenant, ce sont les données de recherche. Alors, le principe est un peu le même, hein. Ce sont les données de recherche qui sont produites dans le cadre d'appels à projets sur fonds publics. Donc, ces données de recherche sont en général les éléments, les données qui sous-tendent la production de publications. L'idée est de les rendre ouvertes. Mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Il y a des exceptions. Ça peut être des exceptions liées à une certaine confidentialité, par exemple des travaux pour des entreprises. Les entreprises peuvent vouloir que les données ne soient pas diffusées comme ça n'importe comment. Les données où il y a par exemple des enquêtes, où il y a des noms, ces enquêtes doivent être anonymisées. La question de l'anonymisation est extrêmement importante pour pouvoir diffuser des données de recherche. Bon, il peut y avoir d'autres types d'exceptions. Et puis, il est indiqué que malgré tout, des embargos sont possibles. Chaque communauté scientifique ayant un niveau de sensibilité pour ces données différent, et donc certaines peuvent vouloir diffuser très rapidement ces données, et puis pour certaines, il peut être prudent, stratégique, voilà, et simplement la pratique de les retenir encore un petit peu avant une diffusion ultérieure.
Donc la prise en compte des pratiques de chaque communauté est importante dans ce plan. Ces données de recherche, ça ne doit pas juste être des données comme ça posées dans des entrepôts de données, ce doit être des données structurées. Ça aussi c'est un élément important, selon les principes dits FAIR, Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, ce qui donne facile à trouver, accessible, interopérable, réutilisable. Donc ça signifie que ces principes doivent progressivement être appliqués, donc pas forcément d'un seul coup, mais petit à petit, mais surtout que donc, ces données doivent faire l'objet d'une description qui leur permettra de leur appliquer tous ces adjectifs. Donc si ces données sont bien structurées, bien décrites, on pourra les retrouver facilement, on pourra donc les utiliser et on pourra même les échanger. Autre élément, la création d'un administrateur de données de la recherche dans les établissements. Donc, tout type d'établissement où sont produites ces données de recherche, il faudra que soit nommé un administrateur pour ces données, et il est prévu une coordination au niveau national de tous les administrateurs de données, de façon à ce qu'il y ait une pratique harmonieuse pour la gestion de ces données. Bien sûr, celles-ci devront être déposées dans des entrepôts certifiés. Il existe des normes de certification des entrepôts de données, parce que l'idée n'est pas juste de les diffuser, mais c'est également de les préserver, de faire en sorte qu'elles soient conservées longtemps. Et donc cela doit correspondre à un certain nombre de critères. On ne s'improvise pas complètement entrepôt de données. Il y a un certain nombre de critères auxquels ces entrepôts doivent répondre. Et notamment, il est important de pouvoir structurer les données selon des normes de préservation, notamment les normes OAIS. Ensuite, la question du plan de gestion de données, donc là il faudra le généraliser. Ces plans de gestion de données sont demandés pour les projets européens, H2020 notamment. Ça commence à l'être également pour les projets financés par l'ANR, et donc de plus en plus ça va devenir une nécessité d'avoir des plans de gestion de données pour savoir dès le début des projets ce qu'on fait des données, comment on les gère, comment on prévoit de les diffuser, de les garder, des plans évolutifs en fonction de l'avancée des projets, quel type de données, quel logiciel spécifique utiliser. Il y a énormément de possibilités de description. On trouve sur Internet ces types de plans, on trouve également des outils où on propose des plans, type Opidor. Voilà. Donc, c'est un élément important aussi, la gestion des données dès le début des projets, et pas à la fin, ce qui est malheureusement encore beaucoup le cas. Autre élément, donc ce plan national a pour souci, même s'il est national, finalement de ne pas rester dans l'hexagone finalement, mais de vraiment s'intéresser et participer à ce qui se fait dans le monde sur ces sujets, de façon à dès le début adopter de bonnes pratiques et pouvoir gérer ces plans en conformité avec ce qui se fait dans le monde, ce qui a une grande logique, la recherche étant mondiale. Donc, parmi les choses importantes concernant les données, il y a l'existence de la Research Data Alliance, qui s'efforce de définir des bonnes pratiques pour gérer les données de recherche. Donc, il y a un pôle Research Data Alliance géré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Et donc, il y a un fort soutien pour cet organisme. Important également le Software Heritage. Donc là, le point central du Software Heritage, c'est la conservation des logiciels, de tout type de logiciels, sans faire de tri, sachant que les logiciels, il faut les conserver pour pouvoir lire certaines données encore longtemps. Si je me souviens bien, mais Bénédicte est reparti.
partie. Je pense que Software Heritage a fait un accord avec HAL, par exemple. Ensuite, est recommandée l'adoption d'une politique de données ouvertes, données associées aux articles. Comme je vous le disais, ces données sont en général des données qui sous-tendent la rédaction de travaux de recherche. Donc les articles, notamment des articles qui paraîtront dans des revues françaises avec soutien public. L'idée, c'est vraiment d'accélérer, de promouvoir l'ouverture des données, au moins déjà dans les domaines où le ministère a une certaine influence, donc pour les revues françaises qu'il soutient, également pour les thèses. Après tout, premier travaux de recherche et donc première occasion de prendre de bonnes habitudes pour gérer à la fois ses publications, disposer d'une stratégie que l'on pourra utiliser plus tard pour être mieux valorisé en ayant des publications ouvertes, mais également des données, sachant que avoir des données ouvertes donne bien sûr un surcroît d'intérêt aux publications qui sont ouvertes. Également est recommandé le développement des data papers. Il y en a un certain nombre qui se développent et c'est une façon comme une autre de promouvoir l'ouverture de données qui sont également décrites. Donc ça, c'était le deuxième élément de ce plan. Ensuite, il y a l'inscription dans une dynamique durable européenne et internationale. Alors, pour faire cela, là aussi, c'est un peu une nouveauté d'aborder cet aspect dans un plan national. Il y a la question des compétences informationnelles chez les chercheurs. L'idée de définir des compétences qui ont un rapport avec la science ouverte pour les chercheurs et pour les doctorants, car en premier lieu, ce sont les jeunes chercheurs qui ont intérêt à intégrer ces éléments, mais pas seulement. Alors que parfois la notion de formation pour des chercheurs est une formation qui est parfois délicate à utiliser. Là, en l'occurrence, on parle de compétences pour la science ouverte, mais ça ressemble quand même beaucoup à ça. L'idée, c'est de former les chercheurs à cette évolution très rapide de leur environnement, de pouvoir leur donner les clés de façon à ce qu'ils puissent s'y retrouver. En plus, ça évolue extrêmement vite. Les initiatives sont très rapides. Donc il n'est pas toujours facile pour un chercheur d'être au point sur ce dossier qui est quand même important. Donc voilà, de pouvoir régulièrement l'informer sur ce qui se passe dans ces domaines, qu'il soit bien au courant, sur les questions d'identité du chercheur, comme vous l'avez vu, mais bon, tout ce qui tourne autour de l'écosystème éditorial et de son évolution, et également qu'il est près de lui, près de son bureau, enfin, dans son université ou dans son organisme de recherche, finalement des référents sur ces questions qu'il puisse aller voir, voilà, comme c'est le cas ici. Ensuite, il est dit très clairement maintenant que chaque opérateur de la recherche doit disposer d'une politique de sciences ouvertes. Ça, c'est un point aussi très important. De plus en plus, dans les universités, il y a des politiques de sciences ouvertes ainsi que dans les organismes de recherche, mais ce n'est pas encore le cas partout. Et là, ça devient quelque chose d'important, et ça va devenir même quelque chose d'important pour l'évaluation des établissements. Donc, voilà, ça va devenir une nécessité très rapidement. Enfin, un autre élément qui a l'air comme ça un peu connexe, mais qui en réalité est très important aussi, c'est l'idée d'ouvrir les données qui sont relatives aux dépenses d'acquisition. Donc, comme vous le savez, les bibliothèques et aussi parfois les centres acquièrent des revues, acquièrent des livres, acquièrent des accès à des bases de données et payent comme ça un certain nombre de frais qui s'ajoutent aussi aux frais de publication qui peuvent être payés pour produire des documents, des articles dans des revues. Et l'idée est de savoir exactement ce qui est dépensé dans ces domaines en termes de documentation et de production scientifique
de façon à faciliter les négociations internationales avec les éditeurs. Alors les faciliter, ça signifie les mettre en balance, bien sûr, avec les prix qu'ils demandent pour l'abonnement à leur base. C'est un mouvement là aussi qui se développe. Des enquêtes sont faites auprès des établissements par le consortium Couperin, de façon à savoir par établissement quel est le montant de ces dépenses. C'est pas toujours facile à trouver parce qu'il n'y a pas de code spécifique au niveau comptable qui permet de dire ok, ça c'est ce type de dépenses. Et donc il faut fouiller un petit peu. Peut-être qu'un jour on arrivera à avoir ce code. Mais au moins, avant d'en arriver là, avoir une idée un peu générale de ce qui est dépensé comme frais de publication ou dépenses d'acquisition. Ça aussi, c'est relativement nouveau parce qu'en général, lorsqu'on négocie des accès à des ressources, les éditeurs préfèrent qu'on ne divulgue pas le prix des abonnements. Donc là, on est dans quelque chose de complètement différent et de tout à fait ouvert. Autrement, il y a également la participation de la France aux structures européennes internationales de la science ouverte. La volonté de la ministre dans ce plan est pour le coup, je peux le dire parce qu'elle l'a dit, tout simplement, je ne devine pas, c'est vraiment de peser sur les décisions qui sont prises en matière de science ouverte en participant à beaucoup d'infrastructures. Alors, j'en ai cité quelques-unes, le plan en cite davantage. Donc l'EOSC, European Open Science Cloud, par exemple, est une structure donc, au niveau européen, donc nuage pour la science ouverte. Le Research Data Alliance, que je vous ai mentionné tout à l'heure. Également OpenAIR, qui signale toutes les publications européennes, donc, qui met en accès ouvert, alors, en récupérant bien sûr ces données à partir d'entrepôts existants. Le DOAJ, Directory of Open Access Journals, que peut-être vous connaissez également, donc qui répertorie toutes les revues en open access, mais des revues en open access de qualité. Ce sont en général des revues qui sont évaluées au sens leur qualité est évaluée, non leur contenu. C'est-à-dire que si elles ont un comité de lecture, elles sont considérées comme ayant un certain niveau de qualité au départ. Voilà. Bon, c'est quelques exemples, il y en a d'autres dans le plan. Autre élément, enfin, la création d'une fondation franco-néerlandaise qui est le Directory of Open Access Books, qui est le pendant du Directory of Open Access Journals, donc pour les livres, avec l'idée de mettre en plus de cela au point une certification internationale de qualité pour les ouvrages scientifiques en accès ouvert. Donc, comme je viens de vous dire, dans le cas du DOAJ, on a comme critère pour intégrer ce registre l'existence d'un comité de lecture, donc un certain niveau de qualité minimum d'une revue. On n'a pas ça pour les livres. Donc l'idée est de créer des critères qui permettraient de dire bon, ces ouvrages, ok, ils sont en libre accès, mais ils sont de qualité. On peut les utiliser. Donc en faire du DOAB un outil scientifique de qualité de même type que le DOAJ. Donc ça, c'était les 3 éléments du plan. Alors, maintenant, je tente quelques rapprochements avec la loi pour une république numérique. Alors, bon, c'est difficile parce que ce sont des textes qui ont un statut différent, donc ils sont difficiles à comparer. D'un côté, on a une loi, et d'un autre côté, on a un plan. Un plan, ce n'est pas une loi, c'est un ensemble d'actions prévues, c'est un ensemble d'actions qu'on aimerait voir se réaliser. C'est un ensemble, ce sont des directions vers lesquelles on voudrait aller. Alors tout va dépendre bien sûr des moyens qui seront mis en œuvre. Tout va dépendre de ce qui va se faire surtout dans les établissements, chez les acteurs de la recherche. Donc bon, on est au stade des déclarations, certes. On a un début de travail pour essayer
de faire que certains de ces éléments soient concrets à un moment, mais c'est sûr que ça n'a pas le même statut qu'une loi. Ceci dit, je vais quand même essayer de faire un petit rapprochement. Alors, autre élément, la couverture n'est pas la même. Donc là, vous avez vu les 3 axes, un sur les publications, un sur les données de recherche, un autre sur la participation aux initiatives européennes internationales. Là, dans la loi pour une république numérique, il y a beaucoup d'articles. Ce sont juste quelques articles. On a l'article 30 qui concerne les publications et les données de recherche. Donc c'est ça, hein, c'est pas énorme. Et puis il y a un aspect qui n'est pas du tout évoqué dans le plan, qui est la fouille de données. C'est l'article 38. C'est ça aussi. Voilà. Donc du coup, là, je n'évoque pas la question de la fouille de données qui est réelle, qui finalement prolonge le problème aussi d'avoir des données disponibles pour pouvoir faire cette fouille. Mais donc voilà, les périmètres sont différents. Ceci dit, si on considère les points communs, donc les données de recherche et les publications, je pense qu'on peut dire que c'est un peu un prolongement de cette loi sur la mise en libre accès des publications, donc une volonté d'accélérer ce mouvement. Et pour les données de recherche, quelques précisions et modes d'action sont apportés par ce plan, ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Donc j'ai pas voulu vous parler de la loi pour une république numérique. Bon, ce sont des thèmes intéressants mais qui sont un peu secs, hein, vous l'aurez remarqué. Donc j'ai préféré faire une sorte de petit tableau pour mettre en rapport les 2 textes. Donc pour les publications, vous voyez que, alors on élargit la partie support. Là, pour la loi pour une république numérique, on ne considérait que les écrits parus dans une publication périodique, ce qui voulait dire des articles, ce qui voulait dire des communications pour autant qu'elles étaient publiées dans des revues, ce qui voulait dire peut-être des recensions d'ouvrages ou choses de ce genre. Là, on ne considère plus que les publications, donc c'est beaucoup plus large. L'aspect financement ne change pas, hein, c'est toujours l'argent public qui est finalement le critère qui a été injecté dans la recherche, qui est le critère pour l'application de la loi ou du plan. D'un côté, là aussi très important, du côté de la loi pour une république numérique, il n'y avait pas d'obligation de mise en accès ouvert, mais seulement la possibilité. Ça, c'est très important. Et là, on nous parle d'une obligation de mise en accès ouvert. Donc là aussi, on fait un pas supplémentaire vers l'ouverture. Par contre, dans la loi, on nous parle d'un embargo selon les disciplines, donc une mise en open access 6 mois après la première publication pour les sciences techniques et médecine, 12 mois pour les sciences humaines et sociales, maximum. Voilà. Donc ça, c'est un point qui n'est pas repris dans le plan. Donc, d'un côté, aussi pour la loi, pas d'exploitation commerciale, et du côté du plan pour la science ouverte, des licences ouvertes, sans plus de précision. Alors là, c'est un peu au choix du chercheur. On peut demander dans les licences Creative Commons à ce qu'il n'y ait pas d'exploitation commerciale, mais on peut aussi ne pas le demander. Donc là aussi, potentiellement, il peut y avoir un pas en plus. Donc là, vous voyez que on a un peu un changement de perspective. Alors ça ne veut pas dire que le plan remplace la loi, bien sûr. La loi reste toujours en vigueur, hein. Mais on voit que dans l'esprit du ministère, l'idée est d'essayer d'accélérer ce mouvement et d'élargir un peu ce qui avait été tenté dans la loi pour une république numérique. Si on considère maintenant les données de recherche, alors il n'y a pas énormément de différences. Là, on est plus dans des modes d'action, des précisions qui sont données par le plan. Direction qui d'ailleurs ne pouvait pas forcément être donnée au moment où la loi pour une république numérique a été votée. En 2016, en octobre 2016, en sachant que la loi a été préparée sur les mois qui ont précédé,
l'action du ministère n'était peut-être pas aussi appuyée auprès des instances internationales sur ces questions également. Donc là, on a récupéré beaucoup plus d'éléments qui permettent de préciser la direction vers laquelle il serait bon d'aller. Donc les données, c'est les mêmes, hein, toujours là, et là encore, l'argent public qui est le critère, des exceptions qui restent les mêmes, hein, les secrets professionnels ou industriels, les données personnelles qu'on ne peut pas exposer ainsi, les contenus protégés par le droit d'auteur aussi, c'est très important. Mais là, il est précisé des éléments concernant la structuration, parce que depuis, les principes FAIR sont sortis. Voilà. Et puis l'importance des bonnes pratiques des communautés, donc la prise en compte de possibilités de faire différemment selon la communauté de recherche à laquelle on appartient, qui est également une nouveauté qui n'était pas évoquée dans la loi. Mais dans ce plan national pour la science ouverte, il y a également des choses nouvelles. Il y a une volonté d'agir sur l'environnement du chercheur. Donc en évoquant les modalités d'évaluation, sachant que c'est vrai aussi que, moi je sais qu'à Dauphine par exemple, certains chercheurs n'ont pas le sentiment de devoir particulièrement prendre en compte la loi, de forcément l'appliquer parce que ça a été inscrit, toujours parce qu'ils n'en voient pas forcément l'intérêt. En même temps, si leur système d'évaluation évolue, ils vont, je pense, assez rapidement en voir l'intérêt. Alors, je ne dis pas que c'est fait, là encore, hein, comme je vous disais, apparemment, c'est en cours de réflexion. Agir sur l'environnement du chercheur, c'est agir également sur l'écosystème de la production scientifique, donc c'est la question de la bibliodiversité, c'est la question de l'innovation en termes de modèles de production scientifique. On parle beaucoup, par exemple, du peer reviewing ouvert. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, ça fait l'objet de beaucoup de discussions, ça fait l'objet aussi de journées d'études. Bon, il n'y a pas de conclusion définitive sur ce point, mais voilà, c'est quelque chose qui a pu être tenté dans certains pays où puis avoir des expériences très très ponctuelles sur ce sujet. Bon, en tout cas, il y a derrière tout ça une recherche d'un système d'évaluation de la qualité d'une publication différent de celui qui existe, quelque chose qui peut éventuellement contourner les revues ou plus exactement peut-être adapter le travail que font les chercheurs pour les revues, mais en les faisant davantage pour eux-mêmes et pour leurs pairs, sans que tout revienne vers les revues. Et puis il y a l'aspect compétences informationnelles qui est aussi une nouveauté dans ce type de discours. Jusque-là, on n'en parlait pas tellement, et là, on reconnaît que ce sont des vraies compétences à part entière et qui sont importantes, et qu'il est important d'avoir pour gérer au mieux la visibilité de sa propre recherche. Il y a également cette dimension qui est l'engagement international. Là encore, ce qui est normal à la limite pour une loi n'était pas évoqué. Mais là, c'est un point très fort que cet engagement international. Alors, dernier point, comment ouvrir la science, puisque c'est le thème, c'est le mantra, ouvrir la science, qui va avec. En termes de structure et d'outils, il y a un comité pour la science ouverte, donc qui comprend 269 experts multimétiers. Ça veut dire que ce ne sont pas que des professionnels de l'information scientifique et technique, comme autrefois il y a pu y avoir beaucoup de structures de ce type comme ça. Là, il y a aussi pas mal de présence de chercheurs de tout domaine, donc quelque chose de mixte entre guillemets. Et bon, c'est intéressant parce qu'on a des points de vue multiples, et qu'il est intéressant de mettre ensemble. Donc, alors c'est toujours un peu compliqué, cette structure est complexe,
Donc il y a 4 collèges, un sur les publications, un sur les données de recherche, un sur les compétences et la formation, et un sur l'Europe et l'international. On retrouve donc bien les éléments importants de ce plan. L'objectif de ces collèges, c'est de travailler à ce qui est indiqué dans le plan. Il faut reprendre les éléments du plan et à partir de là, parvenir à avancer et à obtenir des résultats dans ces domaines. Et surtout de livrer quelque chose d'exploitable par les établissements de recherche et d'enseignement supérieur. Pas quelque chose qui est juste une pensée un peu planante, mais quelque chose de concret, quelque chose qui peut se faire véritablement. Et puis il y a ce qu'ils appellent des projets. Alors ce sont des comités un peu ponctuels finalement sur des thèmes spécifiques. Donc l'évaluation, comme je vous le disais, c'est un sujet en soi. La bibliodiversité, les logiciels libres et open source. Il y a un observatoire des pratiques de la science ouverte, ce qui est aussi très très important. Il y a un groupe également sur le text et data mining, c'est VISA-TM, c'est text et data mining. Bon, il y a encore quelques projets ponctuels. Et tout ça se retrouve sur ce site. Alors, il y a également pour ces experts un forum de veille, et une veille importante qui est faite. Alors, ce COSO n'a commencé à se réunir que vers le mois d'octobre, novembre. Donc, il commence doucement. Ça commence très doucement. Il a été constitué autour de l'été. Donc, ce n'est que le début de ces groupes de travail. Donc, forcément, il n'y a encore que peu de choses. Donc il y a ce site Ouvrir la science qui est très utile. Vous retrouverez sur ce site notamment le plan lui-même, national pour la science ouverte, tant qu'à faire. Et puis vous retrouverez la description de ces collèges, de ces projets, les équipes qui les composent. Voilà. Et vraisemblablement, au fur et à mesure qu'il y aura des résultats, des guides, des livrables de tout type qui pourront être utiles pour faire avancer la question de la science ouverte. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, donc on a un petit peu débordé, mais c'était un sujet important. Des interrogations, des questions? Quoi? S'il faut quelqu'un pour poser la première, je pense que Donc Véronique veut poser une question. non, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. D'accord. C'est un peu une question parce qu'en fait. Prends le micro. On voit bien, et c'est plutôt une bonne chose, vous l'avez très bien montré, que le PNSO non seulement s'inscrit dans la continuité de la loi en quelque sorte, mais va plus loin et tente à mettre en œuvre, à proposer des modules concrets de mise en œuvre des orientations de la loi. Alors la question, je ne suis pas sûre que vous ayez la réponse, c'est pourquoi avoir fait un plan plutôt que des décrets d'application qui auraient eu une efficacité immédiate en fait? Et c'est quand même une interrogation sur la manière de faire progresser la science ouverte. Parce que peut-être on peut s'interroger, mais nous-mêmes en tant que scientifiques, en fait, et même peut-être comme bibliothécaires de temps en temps, si à un moment donné il n'y a pas une contrainte forte, même si en cours on va expliquer qu'il faut respecter la loi, est-ce que l'intention va suffire? Et c'est un peu une interrogation à tout le monde, qu'à vous particulièrement. Une série de questions. Pas d'autres questions? Oui, merci pour votre présentation. Je m'interrogeais sur la définition exacte de publication. Par exemple, des documents de vulgarisation, des interviews. Est-ce que ce plan va en prendre en compte? Parce que pour l'instant, si j'ai bien compris, la loi pour une public numérique, ça reste qu'à des travaux scientifiques, on est bien d'accord. Est-ce que ce plan prend en compte aussi ce format de document? Et j'avais aussi une interrogation sur les préprints. Tous les documents qui ne sont pas encore acceptés pour publication, où apparaissent des bases de données qui recensent ce type de documents, qui apparemment sont considérés comme des documents fiables, enfin,
reconnue scientifiquement. Est-ce que ça aussi, ça sera pris en compte dans ce plan? Voilà, merci. D'autres questions? Non. Alors pour les publications, je vous donne la définition officielle, je dirais. Donc, ce sont des communications scientifiques que les chercheurs font de leurs travaux. Ces publications ont subi une évaluation scientifique par les pairs, donc ça ne recouvre pas la vulgarisation. Quant au préprint, alors il y a un élément sur les préprints, me semble-t-il. Oui, alors les préprints sont considérés comme des innovations éditoriales à développer. Bon, on sait que des préprints sont un type de document qui existe depuis longtemps dans certaines communautés scientifiques. Je pense notamment aux économistes, mais pas que, bien sûr. Mais apparemment, il parle d'innovation éditoriale permise par le nouveau contexte numérique, préprints, forme courte, articles de données, évaluation ouverte par les pairs, type de genre. Alors, pour rebondir sur votre question, pourquoi, alors effectivement, je ne peux pas vous dire pourquoi un plan et pas une loi, mais de ce qu'on voit de ce plan, finalement, je trouve que ça donne un peu l'impression de, maintenant qu'on a les règles établies par la loi, l'idée de, par des incitations, qui arrivent un peu par les côtés, d'arriver à faire en sorte que cette loi soit appliquée finalement. Parce que l'idée de travailler sur les évaluations est notamment un élément important, n'est-ce pas? Voilà. L'idée de dire maintenant il va falloir que vous ayez tous dans vos établissements une politique sur l'open science, ça va être pris en compte lors des évaluations HCRS et choses de ce genre. Bon, c'est aussi une façon d'inciter sans le couperet d'une loi en quelque sorte, mais tout va quand même dans le même sens. Voilà. Après, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'était plus rapide d'établir un plan que de préparer une loi, parce que c'est plus compliqué quand même. Plus long aussi. Ah, une dernière question. Moi j'ai une question sur la nature des fonds publics. Est-ce que, donc on voit assez facilement sur l'ANR et la différence avec les industriels, sur les sociétés savantes, est-ce qu'il faut qu'on demande à chaque société savante qui finance s'ils considèrent leur financement comme des fonds publics ou pas? Par exemple, les associations de malades, les associations de médecins spécialisés. Alors, au départ, lorsqu'il y a eu un certain nombre d'analyses faites de la loi sur la République numérique, le côté travaux scientifiques financés en partie, donc c'était à 50% par la loi, ça couvrait en fait surtout on estimait que c'était couvert par la rémunération du chercheur par l'État. Donc il n'était pas nécessairement nécessaire plutôt de faire intervenir d'autres groupes extérieurs à ce qui est l'enseignement supérieur et la recherche. Je comprends pas ce que Sur la rémunération du chercheur, qu'elle soit valorisée en fait. Leur comment ça financement. peut être valorisé. C'est une sorte de subvention. Dans votre réponse, vous avez parlé de la valorisation. Non, j'ai parlé de la rémunération du chercheur par l'État. Ça, c'est considéré comme le fait que c'est un financement public en soi, le fait que le chercheur soit financé par l'État. Voilà, c'est ça. Donc le fruit de sa recherche, de ce fait, Voilà. est par définition. Exactement. Exactement. À
jardin, sa rémunération. Voilà, c'est ça. Tout à fait. En fait, la seule chose protégée, c'est le brevet avec un Oui, là, il peut y avoir des clauses effectivement spécifiques. Ça, oui. Ou de confidentialité. De confidentialité, bah, comme pour des thèses qui sont faites avec des entreprises, pareil. Données personnelles, ou alors sur des questions de sécurité nationale. Oui, voilà. Ah, ouais. En te remerciant. On va donc enchaîner maintenant sur une...